bonjour d'abord. On va terminer là aujourd'hui une longue série qui a été sur les maladies auto-immunes et on va parler notamment de lupus. Ça serait encore mieux si j'avais mon petit truc pour changer les diapos. Je retire ça. Voilà. Bien. Alors, le lupus, c'est une maladie qui est une maladie chronique, qui est une maladie complexe, une maladie auto-immune qui touche de nombreux organes, et notamment, ça touche, vous le verrez, ça touche la peau, les articulations, le cœur, les poumons, les reins, et ça touche plus particulièrement les populations qui sont afro-caraïbes, Asie, hispanique, mais vous allez voir ici une répartition du lupus dans les différentes populations, qui est une estimation plutôt basse, parce que les chiffres varient énormément. Et pourquoi les chiffres varient énormément? C'est parce que en fait, c'est une maladie qui est souvent difficile à diagnostiquer. Vous voyez que, par exemple, on vous donne pour les États-Unis 242 000 cas de lupus, qui fait déjà beaucoup, mais les estimations oscillent entre 1,5 à 2 millions de cas. Ça, c'est une estimation peut-être plutôt haute, et celle-ci qui est très, comme on dit, conservatrice. Vous voyez qu'en France, c'est tout de même 21 000 cas de patients qui ont un lupus. Donc ça touche beaucoup de personnes. C'est une maladie pour laquelle le traitement s'est nettement amélioré, puisque dans les années 50, c'est peut-être il y a une cinquantaine d'années, mais tout de même, l'espérance de vie à 4 ans, c'était 50%. C'est-à-dire qu'il y avait un patient sur deux qui, au bout de 4 ans, était mort. Aujourd'hui, l'espérance de vie à 15 ans, c'est-à-dire d'être toujours là 15 ans après, c'est, je dirais, plus de 80%. Donc ça s'est nettement amélioré. Alors, les choses et les cours que j'ai, c'est en anglais. Et si je vous lisais en anglais, je trouve que c'est pas très très heureux comme phrase, parce qu'ils vous disent que, encore maintenant, lorsque le lupus est diagnostiqué à l'âge de 20 ans, vous avez une chance sur 6, on ne peut pas dire que de mourir à 35 ans. Je trouve que ce n'est pas très très heureux, je pense que c'est plutôt une malchance sur 6 de mourir à 35 ans. Mais c'est souvent ça. Donc ça veut tout de même dire que c'est une maladie qui est tout de même extrêmement sérieuse, puisque dans les 15 années, vous avez, je maintiens, une malchance sur 6, tout de même de mourir en particulier d'infection. Vous pouvez faire infection, on le verra, ou vous pouvez faire des problèmes cardiaques. Bien. Alors, cette maladie, on va en parler sur le plan clinique, c'est en fait une gravité qui est très variable, puisque sous le nom de lupus, on met sans doute des maladies légèrement différentes, puisque ça va de formes qui sont des formes biologiques, où vous aurez un titre élevé d'anticorps anti-ADN à des formes graves. Alors, les formes de présentation. Alors, c'est un petit peu bizarre, les formes de présentation, parce que l'autre jour, pour ne rien vous cacher à l'hôpital, je déjeune en face d'une infirmière et je suis persuadé qu'elle a un lupus, parce que c'était, ça se voyait comme ça, donc j'ai pas été. Alors la forme de présentation, je vous dirai laquelle elle avait, elle, comme forme de présentation, c'est dans 62% des cas, donc des arthralgies, des arthrites, des arthralgies, et dans 20% des cas, ça va être des lésions cutanées. Vous allez voir que ces lésions cutanées sont tout à fait typiques, parce que lupus, ça veut dire masque de loup. Et vous allez voir ce que c'est un masque de loup. Mais en dehors de ces
ces fréquences, arthrite, arthralgie, lésions cutanées. Il y a d'autres formes de présentation. Souvent, c'est des anémies. J'ai demandé à la jeune infirmière si elle était fatiguée. Elle m'a dit oui. Bon, souvent fatiguée. Fièvre, tachycardie. Donc ça, c'est d'autres formes de présentation. Alors, je disais, ce qu'elle avait, cette jeune infirmière, c'était typiquement ça, c'est-à-dire le masque de loup, c'est-à-dire que vous avez des rougeurs cutanées, des taches rouges violacées, qui en fait font une espèce d'aile de papillon, comme ça, c'est-à-dire ça, on va le voir mieux sur une autre diapositive. Là, c'est avancé, hein, c'était pas ça chez mon infirmière, hein, mais elle avait typiquement ces formes d'ailes de papillon, donc qui sont sous les orbites, sur les joues, au-dessus des lèvres. Donc ces lésions cutanées que l'on va trouver pas uniquement au diagnostic ou au début de la maladie, mais qui au cours de la maladie vont toucher 70% des cas. Ça débute donc typiquement au visage, comme je vous ai dit, les aspects en ailes de papillon ou en masque de loup, comme vous voulez, avec ces petites taches rouges violacées. Mais ensuite, ça va s'étendre, ça va envahir le visage pratiquement jusqu'au bord du cuir chevelu, puis ça va s'étendre aux membres, aux épaules, au tronc. Et dans ces lésions cutanées, il y a aussi une alopécie qui est fréquente. Alors ça, ces lésions cutanées, c'est fréquent, mais ce n'est pas le plus fréquent des lésions. Ce qui est le plus fréquent, encore une fois que la maladie s'est installée, ce sont les lésions articulaires. Alors, il y a une différence avec la polyarthrite rhumatoïde, c'est que ce sont des arthrites aiguës que vous avez surtout au moment des poussées, mais la grosse différence avec la polyarthrite rhumatoïde, c'est que ce sont des arthrites qui sont fugaces et mobiles, alors que vous vous souvenez que pour la polyarthrite rhumatoïde, une fois que vous avez une lésion articulaire, elle s'installait, elle était définitive. C'est-à-dire elle n'est pas du tout ni fugace ni mobile. Alors que là, c'est fugace, c'est mobile, ça va, ça vient. Donc ça, c'est 90% des cas. Donc vous le voyez ici, arthrite. On a déjà parlé des lésions cutanées. Arthrite. Là, ici, ce que vous voyez, ce sont les lésions qui ne sont pas les plus fréquentes, puisque c'est 45%, mais ce sont les atteintes rénales, et ça, ce sont les lésions les plus graves du lupus, les atteintes rénales. Ce qu'on appelle en particulier la néphrite lupique, qui sont souvent associées, ces néphrites, donc avec les formes les plus sévères du lupus. Et vous devez systématiquement les rechercher. Notamment, ce qui peut se passer, c'est une protéinurie qui peut être massive. Et ces lésions rénales vont vous entraîner une insuffisance rénale qui risque d'être aggravée par le fait que vous allez traiter, on va le voir, vous allez traiter éventuellement par des corticoïdes, ce qui va vous aggraver l'hypertension artérielle qui accompagne l'insuffisance rénale. Donc, néphrite lupique, insuffisance rénale, hypertension artérielle, éventuellement aggravée justement par les corticoïdes. Alors, en dehors de ça, vous retrouvez tous les signes que vous avez habituellement dans les maladies auto-immunes, c'est-à-dire vous avez cette fièvre, cet amaigrissement, cette fatigue marquée. J'ai interrogé tout plein l'infirmière pour savoir si c'était récent, sa fatigue, si c'était... etc. J'ai pas osé au passage lui dire qu'il faudrait peut-être qu'elle consulte pour savoir si elle n'a pas un lupus. J'ai même pas osé lui poser la question de savoir si elle savait qu'elle risquait d'en avoir. Alors, vous avez à côté de ça d'autres manifestations. Je ne sais pas ce que je vais faire d'ailleurs, tiens. Musculaire, 50%, il y a des myalgies.
Respiratoire, vous avez une inflammation des séreuses, ça c'est 45%. Cardiaque, 30%. Vous avez des endocardites, des myocardites. Vous avez quelque chose dont je vous ai déjà parlé, vous allez voir ici la photo, c'est le phénomène de Raynaud. Le phénomène de Raynaud, c'est en fait une ischémie digitale paroxystique, c'est-à-dire vous avez les vaisseaux de l'extrémité des doigts qui se ferment, ce qui vous donne ces extrémités blanches typiques du phénomène de Raynaud. Par moment, vous avez aussi des manifestations nerveuses avec des syndromes psychiatriques. Voilà. Alors, l'évolution, c'est parfois fatal, pour ne pas dire souvent fatal. Donc, soit par infection, cause fréquente de mortalité, soit par insuffisance rénale, soit par insuffisance cardiaque, soit pour accident vasculaire cérébral. Enfin, ça fait beaucoup de malchance, donc, d'être victime du lupus. Donc, il va falloir faire le diagnostic, et je vous avais dit que ce sont des maladies difficiles à diagnostiquer. Et là, la biologie est importante et elle est relativement complexe. Alors, premier point, c'est que la plupart des patients, mais pas tous, vont avoir des anticorps antinucléaires, ce qui explique que c'est une maladie de système puisque vous avez des noyaux dans toutes les cellules. Alors, les anticorps antinucléaires, alors pour clarifier un petit peu les choses, parce que sans ça, on ne s'y retrouve plus, vous avez, parce que parmi ces anticorps antinucléaires, vous aurez notamment des anticorps anti-ADN double brin. Vous avez des anticorps anti-ADN simple brin. Vous avez des anticorps anti-histone. Vous avez des anticorps anticomplexes ADN histone. Bon. À côté de ça, tout ça, ce sont des anticorps antinucléaires. À côté de ça, vous avez d'autres anticorps antinucléaires. J'insiste là-dessus parce que je vous fais gagner un petit peu de temps là, parce que c'est tellement compliqué que si vous allez dans les livres, vous risquez de vous perdre. Donc, à côté de ces premiers anticorps antinucléaires dont je viens de vous parler, il y a d'autres anticorps antinucléaires qui sont ce qu'on appelle les anticorps antigènes nucléaires solubles. Solubles, notamment parce que vous arrivez à les extraire, donc ils sont extractibles. Donc ils s'appellent ENA, extractible nucléaire antigène. Quand vous verrez ENA, extractible nucléaire antigène, donc parmi ces antigènes, ces anticorps anti-antigènes nucléaires solubles, vous avez un certain nombre d'anticorps, les anti-RNP, des anticorps que vous connaissez déjà, ce sont les anti-SM. Vous vous souvenez, M. Smith, du nom de M. Smith. Anti-SM. Il y a les anti-SSA. On les appelle aussi RO, grand R, petit O. Les anti-SSB, on les appelle aussi LA, grand L, petit a. Tout ça, hein, ces anticorps antigènes nucléaires extractibles, encore une fois, ça fait partie des anticorps antinucléaires. Donc, vous avez plusieurs sortes. Et vous avez aussi les anticorps antiphospholipides. Alors, première chose, qu'est-ce que vous allez trouver comme facteur biologique chez un patient qui a un lupus qui n'est pas traité? Donc là, ce qui va vous servir, vous ne savez pas encore si c'est un lupus ou pas, vous allez regarder ces différents facteurs biologiques.
Et ce qui frappe chez un lupus non traité, c'est que dans 70 à 80% des cas, vous aurez déjà des anticorps anti-ADN double brin. Donc des anticorps antinucléaires particuliers, anti-ADN double brin. De façon générale, si vous regardez les anticorps antinucléaires, vous les trouverez dans 95% des cas. Je vais vous montrer ensuite comment vous recherchez tout ça. Vous les retrouvez dans 95% des cas et vous les retrouvez de titres élevés et ce sont souvent des IgG importants. Vous verrez tout à l'heure que ce sont souvent des IgG en fait de forte affinité. Donc ce qui frappe, c'est ce qui est très caractéristique, c'est anti-ADN double brin, anticorps antinucléaires, donc 95%. Vous avez à la présentation un taux d'IgG sérique qui est plutôt élevé dans 65% des cas. Par contre, quand vous allez doser le complément, les protéines C3 et C4 du complément, vous allez avoir en fait un taux qui est faible. Tout ce que je vous dis, c'est important parce qu'ensuite vous allez comprendre pourquoi. Alors, si vous regardez les anticorps anti-antigènes nucléaires extractibles, anti-antigènes solubles, par exemple, vous regardez les anti-SM, vous allez en trouver dans 30% des cas. Alors ça, c'est pratique parce que quasiment ça vous signe la maladie. C'est-à-dire, je vous ai dit, c'est pas responsable de la pathogénie de la maladie, mais c'est très pratique pour faire le diagnostic. Ça, c'est 30% des cas. Les autres, je vous en fais cadeau. C'est les anti-SM qui m'intéressent le plus. Anti-RNP, c'est 35%. Anticorps antiphospholipides, ça s'observe aussi, c'est 30 à 40% des cas. Une chose à savoir, c'est les facteurs rhumatoïdes. Vous savez, les facteurs rhumatoïdes, c'est beaucoup, ça vous oriente sur la polyarthrite rhumatoïde, mais il ne faut pas y aller trop vite parce que dans le lupus, c'est 30% des cas à la présentation. Donc ça, c'était, vous n'avez pas encore fait le diagnostic de la maladie. Ensuite, vous avez une maladie qui est bien établie. Vous allez regarder aussi les facteurs biologiques, et je vous avais dit que je vais vous expliquer comment vous regardiez ces anticorps antinucléaires. Il y a différentes techniques, notamment des techniques d'immunofluorescence indirecte, que vous faites soit sur des cellules de foie de rat, soit sur des cultures cellulaires. Et là, ça sera pour ceux qui vont faire l'option biologie, où il faudra qu'ils sachent tout ça, en fonction de l'aspect de la fluorescence. L'aspect de la fluorescence qui peut être homogène, qui peut être moucheté. Il peut même y avoir une fluorescence qui n'est pas dans le noyau, mais qui est dans le cytoplasme. Vous allez voir des photos qui m'ont été passées par Yolande Collin, qui est votre maître de conférence. Donc homogène, moucheté, nucléolaire, nucléaire et cytoplasmique. Nucléaire et nucléolaire, ce n'est pas la même chose. Dans les nucléoles, c'est dans les nucléoles, nucléaire, c'est dans les noyaux. Et en fonction du type de fluorescence que vous avez, ça vous orientera vers tel ou tel type d'anticorps antinucléaires. Et en fonction des anticorps que vous trouverez, vous aurez tendance à faire le diagnostic ou pas de lupus. Alors, le diagnostic différentiel qui est difficile de temps en temps, c'est différencier lupus de polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi notamment? Parce que les traitements ne sont pas du tout les mêmes. Alors, des choses à retenir, ça peut faire l'objet de questions, c'est que facteur rhumatoïde, c'est effectivement dans 30% des lupus, mais c'est à comparer à 70% de présence dans la polyarthrite rhumatoïde. En plus de ça, les titres de facteurs rhumatoïdes sont plutôt bas dans le lupus, alors qu'ils vont être élevés dans la polyarthrite rhumatoïde.
Les anticorps antinucléaires, dans le lupus, c'est plutôt des IgG, et des IgG qui ont une forte affinité, et vous trouverez ces anticorps antinucléaires à peu près dans 95% des cas de patients avec un lupus actif. Par contre, dans la polyarthrite rhumatoïde, les anticorps antinucléaires, c'est plutôt des IgM, et vous ne les trouvez que dans 40% des cas. Les anticorps anti-ADN double brin, lupus, c'est 70-80%, 85% des cas, 70-85% des cas. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est moins de 10% des cas. Les protéines du complément C3 et C4. Dans le lupus, les taux sont abaissés ou normaux, alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est plutôt élevé ou normal. Il y a une protéine de l'inflammation aussi que vous pouvez doser, la CRP. La CRP, elle va être à peu près normale dans le lupus, alors qu'elle va être élevée dans la polyarthrite rhumatoïde. Et dernier point, si vous regardez le taux d'IgG total, ça va être élevé dans le lupus et plutôt normal dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc là, la biologie tout de même vous donne un certain nombre d'éléments pour faire un diagnostic différentiel. Alors, qu'est-ce que vous avez comme facteurs épidémiologiques et génétiques? Alors, premier facteur, ça va être en fait un facteur hormonal, puisque tous ces facteurs, vous les avez ici. Et là, le premier dont on parle, vous voyez, vous aurez les facteurs hormonaux, les médicaments, l'environnement, le virus, terrain génétique. On va voir tout ça un par un. On commence par une chose, donc les facteurs hormonaux, puisque lorsque vous regardez la répartition femmes-hommes, c'est 9 femmes pour un homme, donc les hormones doivent avoir leur responsabilité dans les facteurs étiologiques, encore une fois, c'est-à-dire les causes indirectes de la maladie. Ce que vous ne pouvez pas ignorer, de toute façon c'est simple, c'est les médicaments. Vous ne pouvez pas ignorer, parce que quand vous regardez ce tableau que je vous ai montré déjà 94 fois, ben là on s'aperçoit qu'à chaque ligne, et pour chaque médicament, il y a toujours le lupus. C'est-à-dire vous avez avec tous ces médicaments, à chaque fois, ils peuvent être responsables en fait de l'induction d'un lupus. Et vous notez que le dernier Enbrel, qui est un des traitements de la polyarthrite rhumatoïde, vous traitez la polyarthrite rhumatoïde et vous êtes susceptible d'induire un lupus, ce qui est un petit peu embêtant. Donc, ce tableau-là, encore une fois, il faut bien le connaître pour savoir quels sont les médicaments qui présentent des risques. Alors, autre chose, les rayons ultraviolets. Là, le soleil, c'est pas bon pour les patients qui ont un lupus. Alors, pourquoi ça? Mais c'est un fait. Donc, soleil, génétique. Génétique, vous l'avez ici en regardant l'augmentation du risque chez un jumeau identique
affecté, c'est-à-dire vous avez un jumeau qui a un lupus, quelle est l'augmentation de malchance de l'autre jumeau d'avoir un lupus? Vous voyez que c'est multiplié par 240, un petit peu moins que la sclérose en plaques, 260, mais enfin tout de même, multiplié par 240. Donc ça veut dire qu'il y a une cause génétique qui est probable. C'est bien entendu pas la seule. Pour ces causes génétiques, on n'en sait pas beaucoup plus, parce que d'habitude, je vous dis toujours, c'est relié à tel allèle codant pour la molécule de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité. Là, on n'a pas beaucoup d'informations sur les gènes qui sont impliqués. Bon. Alors, à côté de ces facteurs étiologiques, on va regarder maintenant les mécanismes pathogènes. Alors, dans les mécanismes pathogènes, les premiers que vous pouvez soupçonner, c'est bien entendu les auto-anticorps, et notamment ce que vous pouvez soupçonner, alors que ils sont en partie sans doute responsables de la maladie, mais pas entièrement, ce sont les anticorps anti-ADN double brin. Alors, ça, vous pouvez les mettre en évidence, notamment au niveau du rein. Ce qui est frappant, c'est que ces anticorps anti-ADN, si on prenait un chiffre global, ça fait à peu près 70% des patients qui ont un lupus. Mais cela dit, dans la population de sujets qui n'ont pas de lupus, vous avez des anticorps anti-ADN double brin dans 0,5% de la population. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours tout de même parce que vous avez des anticorps anti-ADN double brin que vous avez donc un lupus. Alors, cela dit, si vous avez des doutes ou... J'ai toujours mon infirmière là, qui m'a frappé. La première chose que je ferais, ça serait justement de faire un dosage d'anticorps anti-ADN double brin. Et en fait, lorsque vous allez trouver, si jamais elle avait des anticorps présents, il y a tout de même une 80% de malchance que la maladie se développe dans les 5 ans. Alors, à côté de ça, vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a pas que des anticorps anti-ADN, il y a aussi des anticorps, comme tout à l'heure, vous savez maintenant ce que c'est, vous trouvez des anticorps anti-RO, SSA, anti-LA, anti-SM. Bon. Et ces anticorps, en particulier, mais pas seulement les anticorps anti-ADN double brin, ils vont faire des lésions, notamment au niveau du rein. Alors, ces anticorps, ils sont dirigés, vous l'avez vu tout à l'heure, contre de l'ADN simple brin, double brin, ils sont dirigés contre des histones, ils sont dirigés contre des complexes ADN histone, et ADN double brin plus histone, c'est ce qu'on appelle les nucléosomes. Et c'est le fait que vous allez faire des anticorps antinucléosomes, qui vont être des anticorps anti-histone, des anticorps anti-ADN double brin, qui vont vous faire en fait des lésions, et il y a 2 mécanismes. Le premier, c'est que ces anticorps anti-ADN double brin, anti-histone, anti-nucléosome, nucléosome c'est l'ensemble ADN double brin plus histone, ça va vous faire des complexes immuns. Qui dit complexe immun, ça vous dit que ça va vous faire une hypersensibilité de type 1, 2, 3, 4. Combien? Complexe immun? Quelqu'un se lance? 3, merci. Donc hypersensibilité de type 3. Et vous aurez donc des lésions
qui seront des lésions dues en fait à un mécanisme qui est semblable à l'hypersensibilité de type 3. Ça, c'est la formation de complexes immuns. Et en parallèle, en même temps, ça dépend des malades, vous aurez également un effet pathogène direct des anticorps anti-ADN double brin, anti-nucléosomes, qui vont réagir directement avec les protéines du rein. Donc ce n'est pas le complexe immun qui va vous faire une lésion rénale par hypersensibilité de type 3. Cette fois-ci, une lésion directe des anticorps, en particulier des anticorps IgG, contre, au départ ce sont des anticorps anti-ADN double brin, anti-nucléosomes, mais il va y avoir une réaction croisée avec des protéines du rein. Et cette lésion directe, c'est un mécanisme qui vous rappelle l'hypersensibilité de type 1, 2, 3, 4. Alors, combien là? Tout à l'heure, pour les complexes immuns, vous m'avez dit 3. Donc si c'est des IgG qui font une lésion directe, c'est une hypersensibilité, ça s'assimile de type, je voudrais de l'entendre, 2. 2. Donc vous pouvez avoir un effet de ces auto-anticorps, soit par le biais des complexes immuns, soit par donc un effet pathogène direct, hypersensibilité de type 2. Mais qui vous dit auto-anticorps, vous avez besoin, et c'est ce qui frappe, vous trouvez dans le lupus des anticorps de forte affinité, et en particulier des IgG de forte affinité. Pour avoir des IgG de forte affinité, il faut forcément que vous ayez une aide des lymphocytes T auxiliaires. C'est celui que vous voyez sur la gauche. Ici, pour une fois, il est bleu, parce que c'est des schémas que j'ai été prendre dans le New England Journal of Medicine. Donc, vous voyez le lymphocyte T auxiliaire qui est en bleu. La cellule présentatrice d'antigène que vous avez l'habitude de voir en vert, là, ils l'ont mis dans une autre... mais c'est toujours le même schéma. Vous aurez besoin, encore une fois, de cette activité des cellules T auxiliaires, donc qui doit être important dans le lupus, pour, en fait, avoir la production par les cellules B d'anticorps IgG de forte affinité. Donc, c'est des mécanismes classiques, sauf que vous avez une activité importante des lymphocytes T auxiliaires. Alors, vous dites, ce qui est pathogène, ce sont les auto-anticorps, soit les complexes immuns, soit directement les auto-anticorps, pardon. D'où viennent en fait les auto-antigènes dans le lupus? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous allez faire des auto-anticorps? Alors, la source dans le lupus des auto-antigènes, c'est bien entendu les nucléosomes eux-mêmes qui sont donc formés des histones et des ADN double brin, mais les nucléosomes, ils viennent d'où? En fait, les nucléosomes, ils viennent, le nom est amusant, ils viennent ce qu'on appelle des bleps apoptotiques. Il y en a des petits ou il y a des grands. Bleps, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont des gonflements en fait irréguliers de la membrane. Et ce qui se passe, qui est une apoptose d'un certain nombre de cellules, c'est normal. Mais un des problèmes que vous observez dans le lupus, c'est que l'évacuation de ces débris apoptotiques, de ces bleps, petits ou grands, l'évacuation, en fait, est anormale, se fait moins bien que chez un sujet normal. Et ça, vous allez le relier à une chose que je vous ai dit, c'est le fait notamment que vous avez une baisse des protéines du complément dans le lupus. Or, qui vous dit baisse des protéines du complément? Ça veut dire que ces protéines de complément qui, de temps en temps, peuvent faire opsoniser
recouvrir les débris pour les évacuer. Comme vous avez une baisse des protéines du complément, vous ne pouvez pas opsoniser les débris apoptotiques, les évacuer. Donc ces auto-antigènes, ils sont là, ils vont stimuler votre système immunitaire et ils vont faire des auto-anticorps. Tout s'explique ou s'explique en partie. Il y a une demoiselle en verte qui a un problème. Hein? Où est le problème? Non, non. Bon. Vous avez le droit d'avoir des problèmes. Alors, encore une fois, c'est le défaut d'évacuation de ces BLEPS, j'aime beaucoup le nom, qui peut être une des causes de lupus. Alors, dans le lupus, il y a des cytokines qui ont un rôle important, et parmi les cytokines dont le taux est élevé dans le lupus, et dont le taux d'ailleurs est assez bien corrélé avec l'activité de la maladie, il y a l'interleukine 10. Et l'interleukine 10, ça a beaucoup d'effets, mais notamment, ça stimule de façon polyclonale les cellules B. Il y a une activation polyclonale des cellules B. Autre chose comme cytokine qui est élevée dans le lupus, tiens, j'ai une question aussi ici, là, hein, c'est l'interféron alpha. Autre molécule qui est élevée, c'est important de les connaître parce qu'à chaque fois, ça donne une cible pour un médicament. Et quand vous verrez les nouveaux médicaments du lupus, vous allez retrouver toutes ces cibles. Et une autre cytokine qui est élevée, c'est une qui s'appelle BLyS. C'est un grand B, LYS. Alors qu'est-ce que ça veut dire un grand S? C'est pour B, lymphocyte stimulateur. C'est grand B, petit L, petit Y et grand S. Vous allez le retrouver BLyS, ne vous inquiétez pas. Donc BLyS, c'est une cytokine qui fait partie de la superfamille des ligands du TNF et qui stimule les lymphocytes B. Alors, maintenant que vous connaissez, je dirais, cette maladie, comment peut-on la prendre en charge? Alors, lorsque les patients qui ont une maladie extrêmement légère, on va pouvoir notamment les traiter avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens. D'accord ? À côté de ça, vous avez un certain nombre de médicaments que vous allez utiliser. Ça va être, en dehors des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça va être des corticothérapies, Cortencil, prednisone, corticothérapie. Ce qui est très utilisé dans le lupus, c'est des traitements qui, au départ, sont des traitements contre la malaria, notamment l'hydroxychloroquine, le plaquenil. Et ça, lorsque vous avez un lupus qui touche de multiples organes, il y a 40% des patients qui actuellement sont traités avec un antimalaria. Autre traitement, des immunosuppresseurs, vous allez retrouver l'azatioprine, l'Imurel, hein. Cyclophosphamide, endoxan. Vous allez pouvoir faire des combinaisons de traitements. Mais ce n'est pas tout ce que vous allez faire. Il va falloir, il y a une chose qui est importante notamment, c'est de suivre l'activité de la maladie. Et comment vous allez pouvoir suivre l'activité de la maladie? Ben, ça va être en suivant le titre, par exemple des anticorps antinucléaires, par exemple des anticorps anti-ADN. En particulier, les anticorps anti-ADN, ils vont s'élever
avant l'exacerbation de la maladie et ils vont, lorsque la maladie va se calmer, il va y avoir une décroissance des anticorps anti-ADN. Donc c'est intéressant de pouvoir suivre. Autre chose aussi que vous pourrez faire, bien entendu, c'est un certain nombre de conseils pour les patients, notamment d'éviter l'exacerbation de la maladie, par exemple, tout simplement par l'exposition au soleil. Bon, ça, ils le savent bien, les patients, hein, mais tout de même. Alors, quand vous voyez, là, c'est les traitements dont on dispose. Quand vous voyez le panel de traitements dont on disposait pour la polyarthrite rhumatoïde, ce qui est assez frappant, c'est que les avancées dans le domaine du lupus semblent beaucoup plus longues que dans la polyarthrite rhumatoïde. Cela dit, maintenant, on essaye des nouveaux traitements. Et ici, vous retrouvez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez les BLEPS qui vont être là, qui vont être attrapés par des cellules présentatrices d'antigènes, qui vont activer ou présenter les peptides aux cellules T. Les cellules T vont apporter leur aide aux cellules B. Ça va vous faire des auto-anticorps, en particulier des IgG de forte affinité. Donc tout au long de cette chaîne que maintenant vous commencez à bien connaître, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de médicaments qui vont cibler cette chaîne. Alors, le premier ici, c'est des médicaments anti-CD20. C'est le rituximab. Rituximab, au départ, c'est un médicament qui est fait pour traiter des leucémies, des lymphomes. CD20, c'est une molécule qui est à la surface des lymphocytes B matures. Donc, vous allez essayer de diminuer l'activité ou d'éliminer des lymphocytes B matures par des anti-CD20. Alors, dans le même esprit, vous avez une autre molécule qui est aussi sur les lymphocytes B et que vous allez pouvoir cibler, c'est la molécule CD22. Donc là, vous avez déjà deux possibilités. Ensuite, puisqu'il y a une interaction ici entre les cellules présentatrices d'antigènes et les cellules T, vous allez essayer, comme d'habitude, d'essayer de bloquer cette interaction. Vous allez essayer de bloquer des récepteurs co-stimulateurs. Donc vous allez par exemple utiliser des anticorps anti-CTLA4 ou, ici sur un autre schéma, vous allez utiliser des anticorps anti-CD40 ligand. Donc déjà 4 possibilités. Cinquième possibilité ici, puisqu'il y a un peptide qui va stimuler. En fait, ce qui est utilisé, c'est des peptides qui sont dérivés d'anticorps anti-ADN pour avoir des anticorps anti-idiotypes. Bon. Aussi une cible, ici, c'est la 6e. Vous vous souvenez que l'interleukine 10, c'était important notamment pour la stimulation polyclonale des lymphocytes B. Ben vous allez pouvoir utiliser des anticorps anti-interleukine 10. Et dernier point aussi que vous pouvez utiliser, est-ce qu'on va le voir ici? Voilà, non pas dernier point, anticorps anti-TNF-alpha, alors ceux-là vous les connaissez bien. Vous les avez déjà employés pour la polyarthrite rhumatoïde, pour la maladie de Crohn. Et là, vous pouvez les essayer pour le lupus. Et un autre, la 8e, ce sont les anticorps. Je vous avais dit que vous allez voir écrit Bliss. Voilà, Bliss. Cette cytokine qui active B lymphocytes stimulateurs, qui active les lymphocytes B. Donc des anticorps anti. Donc, vous notez au passage que tout ça, c'est un article qui est de 2008, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques mois, ce qui veut dire que ça, ce sont des essais cliniques.
Quelles sont parmi toutes ces pistes, celles qui vont sortir? Je ne sais pas encore. Alors, on a passé beaucoup de temps sur le lupus, mais ça valait la peine, comme sur la polyarthrite rhumatoïde. Là, ici, c'est un article qui doit être encore plus récent. Il faut que je regarde là, à 2009. Donc 2009, ça vous donne, en fait, vous avez toutes les molécules que vous avez vues ici sur les petits schémas. Vous pouvez les retrouver ici et vous pouvez voir où en sont, en fait, les essais cliniques. Ça, c'est pour votre culture. Alors, autre maladie de système. Sclérodermie. Sclérodermie, c'est une affection qui est caractérisée par une altération du collagène. Ça touche 3 femmes pour un homme. C'est souvent, ou ça débute souvent par ce fameux phénomène de Raynaud, donc cette ischémie des parties proximales des doigts. Cette ischémie, souvent, elle est provoquée soit par le froid, soit par les émotions. Alors, des émotions, vous allez en avoir, parce que ça, c'est léger, comme phénomène de Raynaud, d'accord? Mais, ultimement, des sclérodermies, ça peut donner des choses avec des formes gangréneuses. Donc, regardez si ça ne vous provoque pas une émotion avec un phénomène de Raynaud. Regardez le bout de vos doigts. Bon, je ne vous le souhaite pas. Donc, dans la sclérodermie, donc, qui peut atteindre des formes avec une gangrène, je vous le cache, vous avez d'autres manifestations de la sclérodermie qui sont des infiltrations cutanées, des manifestations digestives, des manifestations pulmonaires, des manifestations cardiaques, des atteintes rénales. Il y a une chose dont je vous parle pour l'anecdote, mais ça, moi, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai vu un cas. Un des grands services qui est spécialiste de toutes ces maladies de système, c'est le service de médecine interne de la Pitié, qui était tenu par Pierre Godot, qui est un des plus grands médecins contemporains. Et là, vous voyez des choses bizarres, et je me souviendrai toujours d'avoir vu une jeune femme, qui n'est pas celle que je vais vous présenter là, mais qui a ce syndrome très particulier, c'est une sclérodermie avec calcinose sous-cutanée. Donc avec le syndrome de Tiberge-Wessenbach, et ça vous donne en fait une sclérodermie, c'est-à-dire une sclérose du derme, c'est-à-dire vous avez donc tout le derme qui devient de plus en plus rigide comme du carton. Vous avez des calcinoses sous-cutanées, c'est-à-dire vous avez des espèces de blocs de calcaire qui apparaissent au niveau des articulations, c'est-à-dire que c'est un syndrome dans lequel les gens, entre guillemets, c'est très très rare, hein, mais on en voit, très 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 rare tout de même, les gens qui se momifient vivants. C'est-à-dire c'est des gens pour lesquels toute leur enveloppe extérieure va devenir rigide, ils ne peuvent plus sourire, ils ne peuvent plus bouger, et ils n'ont pas d'autres atteintes, ils se rendent bien compte qu'il y a une maladie terrible qui se développe chez eux. Donc, cette sclérodermie tout à fait particulière. Autre maladie, c'est la périartérite noueuse. Alors, périartérite noueuse, c'est une nécrose fibrinoïde de la paroi vasculaire. Et avec cette nécrose de la paroi vasculaire, vous avez des lésions cutanées, musculaires, rénales. Autre maladie, c'est la dermatomyosite. Dermatomyosite, on voit atteinte donc à la fois
des lésions diffuses musculaires et une atteinte cutanée, dermatomyosite, muscle, derme. Autre maladie, ça, je vous en ai déjà parlé, le syndrome de Gougerot-Sjogren, c'est ce qu'on appelle le syndrome sec. C'est en fait un syndrome qui est caractérisé par une destruction auto-immune des glandes exocrines. Donc vous avez un tarissement des sécrétions lacrymales et salivaires. Surtout, donc, tarissement des sécrétions lacrymales et salivaires, un petit peu moins des sécrétions nasales, bronchiques, ésophagiennes, gastriques ou pancréatiques. Mais pour faire le diagnostic, ce n'est pas compliqué. Vous donnez à votre patient un sucre et vous lui demandez de garder le sucre sous la langue. Vous ferez le test chez vous. Je ne sais pas en combien de temps le sucre va disparaître de votre langue, mais ça doit prendre, je ne sais pas, 1 ou 2 minutes. Je ne sais pas, il faudrait que je réessaye. Chez un patient qui a en fait un syndrome sec, comme il y a un tarissement en fait des sécrétions salivaires, vous revenez 10 minutes après, le sucre, il n'a pratiquement pas bougé. Donc, vous faites facilement le diagnostic. Alors, lorsque vous avez un syndrome de Gougerot-Sjogren, en fait, c'est associé, et je vous en ai déjà parlé, puisque vous le retrouvez, ce syndrome, dans de nombreuses autres affections auto-immunes, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, que ce soit le lupus, que ce soit la sclérodermie. Cela dit, il ne faut pas vous précipiter tout de même en disant « Oh là là, c'est une maladie auto-immune », parce que notamment chez des personnes âgées, c'est-à-dire de plus de 70 ans, vous avez des yeux secs ou des yeux secs chez 1 à 2% de la population. Et c'est simplement, je dirais, l'âge, donc il ne faut pas toujours se précipiter. Et pourquoi toutes ces maladies sont tout de même de diagnostic difficile? C'est pour ça. Syndrome de Sjogren, ok. C'est pour cette raison-là, c'est que si vous prenez ici un certain nombre de signes cliniques, de manifestations cliniques de la maladie, ben vous voyez qu'il y a un chevauchement en fait des signes cliniques, c'est-à-dire que pour un signe clinique, par exemple l'atrophie du derme, vous pouvez retrouver ici plusieurs maladies. D'accord? PAR, c'est polyarthrite rhumatoïde. RAA, c'est la maladie de Bouillot, rhumatisme articulaire aigu. D'accord? Donc, vous voyez bien que beaucoup de signes se retrouvent dans plusieurs maladies, dont la difficulté de faire le distinguo entre les unes et les autres. Alors, je crois que Jonathan, tu aurais la gentillesse de me changer de cours. On va simplement faire une petite introduction, parce qu'il ne me reste plus que 3 minutes, sur le prochain chapitre. C'est simplement une introduction, hein. Ça fera l'objet du prochain cours, tout à fait passionnant. Il y avait un article récent, il est joli ce tableau, hein. Alors, de Laura Shaddock. Donc, j'ai pas coupé là, ok. Alors, la transplantation, il y a un article récent dans le titre, c'était la transplantation, un miracle médical du XXe siècle. Et le miracle en particulier, il a commencé il y a 55 ans maintenant, puisque c'était le 23 décembre 1954, dans un hôpital de Boston, qui est le Peter Ben Brigham Hospital à Boston. Et c'est là où s'est fait en fait la première greffe du rein. En fait, ça s'est fait chez un jumeau avec le rein de l'autre jumeau. C'était la première fois que dans l'histoire de l'humanité, on osait faire une transplantation d'un organe. Alors, cette transplantation,
de cet organe, déjà une première définition, c'est que cette transplantation, on peut dire qu'elle est orthotopique. Une greffe orthotopique, c'est lorsque vous allez mettre l'organe dans sa localisation anatomique naturelle. À côté de ça, vous avez des procédés de transplantation qu'on appelle hétérotopiques. Ça, c'est beaucoup ce que l'on fait chez l'animal. C'est-à-dire, vous n'allez pas forcément mettre le greffon dans l'endroit naturel où il était au départ. Alors, une petite parenthèse pour vous dire que dans les transplantations, donc qui sont un procédé qui consiste en fait à mettre des organes, c'est ce qui vous frappe le plus, des tissus ou des cellules. Organes, tissus, cellules, c'est ce qu'on appelle le greffon. Donc la transplantation, ça consiste à mettre un greffon, organe, tissu, cellule, d'un individu et que vous allez transférer dans un autre individu. Donc dans sa localisation naturelle, ça c'est orthotopique, ou pas dans sa localisation naturelle, c'est hétérotopique. Au passage, je vous ai dit que ça pouvait être des cellules. Or, une transfusion, par exemple, c'est en fait une transplantation de cellules, ce qu'on ne réalise pas. Mais ce qui veut dire que vous pourrez avoir les mêmes mécanismes de rejet de greffons, parce que quand on parle de transplantation, encore une fois, greffon, vous pensez toujours organe, mais il faut penser aussi à transfusion. Alors, je vous ai dit que je faisais juste une petite introduction. C'est l'épidémiologie de la transplantation en France, et les chiffres que j'ai, c'est les chiffres de 2007 de l'Agence de biomédecine. En France, donc tout ça en 2007, il y a eu 13 074 patients qui ont eu besoin d'une greffe. Je ne vais pas vous poser comme question quel est le nombre de patients qui ont eu besoin d'une greffe en France, ça c'est pour votre information générale. Il y a eu 4 664 greffes qui ont été réalisées. Il y a eu 231 personnes qui sont mortes faute de greffon. 231 personnes. Donc ça vous donne une idée, et pour vous donner les chiffres, en greffe du rein, il y en a eu 2911, ça fait 62,4% des greffes. Foie, il y en a eu 1060, ça fait 22,7% des greffes, ça c'est pour votre culture. Hein. Poumon, il y en a eu 202, c'est 4,3% des greffes. Cœur, 366, c'est 5,7% des greffes. Il y a eu même des transplantations cœur-poumon, il y en a eu 20, c'est très rare, hein, c'est 0,4% des greffes, cœur-poumon. Pancréas, ça vous donne tout ce qu'on peut transplanter. Pancréas, 99, c'est 2,1%. Et intestin, 6, c'est 0,13%. Et simplement pour vous montrer, je vous montre toujours des célébrités qui ont eu des transplantations. Charlotte Valandré, qui est une actrice charmante, elle, c'est une transplantation de cœur. Et là, ça, vous ne pouvez pas. Alors, qui est derrière? Vous avez le nom, si vous êtes attentif sur le côté, qui a été champion du monde. C'est Niki Lauda, lui, il a eu une greffe de rein. Voilà. Donc tout ça pour vous introduire en fait la transplantation que je vous traiterai donc dans une semaine. Bonne journée.